Il y a donc Philippe Chancerelle, qui est directeur R&D chez NAF. Il travaille chez NAF depuis 22-23 ans 23, donc voilà. Il y a Jean-Marie Baudic, qui est donc chef restaurateur à Saint-Brieuc, qui tient le Youpala Bistro avec sa femme Juliette. Alors Juliette, elle est importante dans l'histoire de Jean-Marie, parce que Jean-Marie, il a fréquenté de grands chefs étoilés pendant très très longtemps. Il a été aux côtés d'Hélène Darroze, de Michel Rostand, de Patrick Geffroy, mais aussi de Pierre Guénière. Et un jour, il a rencontré Juliette, et Juliette a été déterminante, en tout cas dans son parcours professionnel. Alors pour résumer, Juliette, elle est pâtissière, vous me direz si je fais des erreurs. Pâtissière, elle a aussi été formée auprès de Brigitte Fichot, qui est une diététicienne qui est à Rennes et qui forme, on va dire, un certain nombre de personnes depuis une dizaine d'années en tant qu'animatrice bio et diététique. Et elle utilise notamment beaucoup de protéines végétales. Donc Juliette a en fait transmis et travaillé tout l'univers qu'elle avait découvert auprès de Brigitte Fichot, donc à son époux, à Jean-Marie. Et Jean-Marie a en fait complété sa palette qu'il avait donc déjà eu dans le monde des chefs étoilés, et ça lui a permis de diversifier en tout cas son activité. Il va nous en parler un peu plus précisément. Claude Fischler qu'on a vu tout à l'heure, Patrick Mudry, à côté donc Corinne Embo, qui est directrice marketing à Ensemble, qui est en fait le 5e acteur de la restauration collective en France. Aujourd'hui, vous avez un peu plus de 500, c'est ça, 500 restaurants. Vous travaillez à la fois auprès des établissements scolaires, hospitaliers, entreprises, c'est ça, Corinne? Oui, tout à fait. 550 restaurants, 12 cuisines centrales et des repas à la fois livrés et en gestion sur place pour tous les âges de convives, de la petite enfance aux personnes âgées. Donc en fait, vous êtes parti de Vannes et puis vous avez essaimé un petit peu partout en France. Oui, là, exactement. L'entreprise a été créée il y a un peu plus de 35 ans à Vannes. Le siège est toujours à Vannes et elle s'est développée ensuite par entité régionale avec notamment Midi Gastronomie, Val-de-France Restauration et désormais une présence sur toute la façade Grand Ouest. Donc Marc Anton qu'on a écouté tout à l'heure, et puis Anne-Emmanuelle Leminous qui travaille juste à côté à l'Adria Développement et qui est en fait nutritionniste. Alors Anne-Emmanuelle, on va peut-être commencer avec vous, on va peut-être rebondir sur ce que disait Marc tout à l'heure. Il parlait du regard que le nutritionniste avait sur les valeurs un petit peu de ce qu'on pouvait trouver à la fois dans les céréales, dans les légumineuses, et puis qu'eux, ils allaient un petit peu au-delà. Quelle est votre réaction par rapport à ce qu'il a dit en tout dernier? Est-ce que c'est aujourd'hui aussi votre regard aussi à vous que vous allez essayer d'aiguiser de plus en plus? Effectivement, là, il y a tout un champ de recherche à explorer sur les fonctionnalités de ces ingrédients, de ces matières premières, qui, si ces matières premières-là ne sont pas nouvelles, n'ont pas été explorées et étudiées autant que les matières premières d'origine animale, et que l'on connaît assez peu aujourd'hui. Or, à trop simplifier nos approvisionnements de matières premières aujourd'hui, on arrive dans des situations parfois tendues sur les marchés, aussi bien de matières premières animales que végétales. Et on a tout à gagner dans l'offre alimentaire à réintroduire de la diversité dans ces approvisionnements. Et donc, pour introduire cette diversité, pour les industriels être capables d'avoir des produits d'une qualité constante derrière, il faut être capable de maîtriser ces différentes fonctionnalités matières premières. Et donc, on a là des trous de connaissances importants à boucher, effectivement, pour l'avenir. Marc Anton, on va revenir sur ce que vous avez dit juste avant de terminer. C'était le programme Pastaleg. Donc, c'est un programme de recherche mené par plusieurs équipes qui est en fait piloté par une de vos consoeurs à Montpellier. Oui, absolument. Et qui travaille en fait sur des pâtes alimentaires mixtes, donc avec du blé et des légumineuses. Et le but est d'introduire de plus en plus de légumineuses, c'est ça? Oui, alors le projet est fini depuis l'an dernier. Et les résultats sont, comme tout projet ANR, sont disponibles. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer avec ce programme? L'idée, c'était de montrer qu'on pouvait incorporer des protéines de légumineuses dans les formules de pâtes alimentaires et fabriquer des pâtes alimentaires qui avaient les mêmes caractéristiques ou qualités organoleptiques qu'on recherche dans des pâtes 100% gluten. Et ça a été très compliqué, c'est un peu ce que j'expliquais avec les procédés, car la réaction aux procédés de fabrication des pâtes, notamment les procédés d'extrusion, donc on comprime de façon très forte sous une température très forte à travers une filière pour fabriquer la pâte, mais les protéines de légumineuses réagissent très différemment des protéines de gluten.
Donc il y a eu plein d'essais comme ça et d'optimisation pour arriver enfin à avoir des pâtes qu'on pouvait consommer et qui étaient notées de façon assez bonne en comparaison des pâtes témoins par les consommateurs. Donc il y avait un vrai enjeu déjà à prouver qu'on pouvait le faire. C'est un premier objectif du projet. Et le second objectif, c'était de montrer que ces pâtes pouvaient avoir un intérêt en termes de nutrition. Donc c'est ce que j'expliquais. J'ai montré rapidement qu'en termes d'indice glycémique, c'était mieux que les pâtes avec 100% de gluten. Et également en termes d'équilibre en acides aminés, ça a été montré alors, sur des rats, sur l'aspect incorporation d'acides aminés, et puis sur des humains, sur l'aspect indice glycémique. Parce qu'on retrouve les 8 acides aminés essentiels, si on complète des céréales avec des légumineuses. Voilà. Donc voilà quels étaient les deux objectifs. Donc c'était presque une sorte de preuve de concept qu'on pouvait aller sur ce type de production. Alors effectivement, votre société en fait déjà, donc voilà, ça montre que, alors je sais pas, peut-être ça va être intéressant de nous expliquer un petit peu peut-être les problèmes que vous avez eus. Vous allez donner le micro à Patrick. Patrick, il est installé donc à Tours, c'est près de Rospordin, dans le sud Finistère. Il a monté sa société il y a 4 ans. Il a travaillé avant dans une société avec Christine Le Ténier autour des algues pendant de très très nombreuses années. Il a aussi fait de la R&D. Patrick, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous êtes lancé dans cette démarche? Parce que finalement, ce n'est pas une démarche comme ça par hasard. C'est votre idée de fabriquer des pâtes mixtes céréales légumineuses. Alors, il y a tout un cheminement. Voilà, en lisant le programme, il y avait entre autres les opportunités des protéines végétales. Et moi, avant de voir ça comme une opportunité, je voyais ça comme une philosophie. Une philosophie, je dirais, personnelle, mais voilà, une philosophie d'entreprise. C'est-à-dire qu'on n'y va pas pour une démarche, il y a une opportunité économique. Il y a quand même une notion économique qui est là, elle est prépondérante, mais avant d'avoir la démarche économique, ça fait 4 ans que je produis ces pâtes de légumineuses, ça fait plus de 10 ans que je voulais les fabriquer, quoi. Et il y a un certain nombre de problématiques. Vous disiez, je fabrique des pâtes, mais en fin de compte, c'est pas vraiment mon métier. Mon métier. Alors expliquez-nous précisément. Mon premier métier, c'est le sourcing des ingrédients. On en parlait du sourcing des ingrédients. Et là aussi, on pourrait dire qu'une philosophie, c'est que je vais chercher mes ingrédients le plus près possible. Or, le plus près possible, ça peut être loin parfois. Alors, on va revenir sur l'approvisionnement et puis sur. Voilà, mais il y a ça. Et c'est une notion de travailler avec des vrais gens. Des gens qu'on connaît, parce que les ingrédients, on peut avoir, si je vais travailler avec des grossistes, ils vont pouvoir diversifier leurs approvisionnements et je ne vais plus du tout avoir le même produit derrière. C'est-à-dire que vous prenez la matière brute en fait. Voilà, donc ça c'est mon premier métier. Et le deuxième métier, c'est que je suis, alors semoulier, ça veut dire que j'ai mon moulin, j'ai une meule de pierre qui me permet de faire ça. Et là, il y a un vrai travail là-dedans, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est que par rapport aux différentes légumineuses, céréales et tout ça, on ne travaille pas du tout sur les mêmes techniques, les mêmes criblages de tout ça. Le broyage n'est pas le même. Exactement. Et il y a, derrière, dans la fabrication du produit, dans la tenue en cuisson, dans tout ça, il y a tout un travail. Et je dirais que une fois que le produit est sur le marché, il faut que ça fonctionne. Moi, quand j'écoutais tout ça, ça me donne plein de questions aussi. C'est l'assimilation derrière au niveau, quand on mange ce produit, qu'est-ce que ça fait? Et aujourd'hui, on est vraiment dans l'inconnu pour ça. Donc, est-ce qu'on est vraiment dans l'inconnu? Pour moi, je suis dans l'inconnu. J'ai plein de questions. Alors, allez-y. Anne-Emmanuelle, peut-être avant que vous poursuiviez. C'est si inconnu que ça, Anne-Emmanuelle, sur les propriétés Alors, il y a un tas de choses effectivement encore à découvrir. Après, que les propriétés, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, c'est la biodisponibilité, c'est l'assimilation. Donc là, il y a quand même des règles que l'on connaît aujourd'hui sur l'équilibre de ces acides aminés et la capacité qu'on avait dans des mélanges effectivement à couvrir ces besoins-là. Après, le champ des études cliniques pour bien comprendre ce qui se passe quand on rentre dans le tractus digestif qu'on nous a montré tout à l'heure et comment tout ça se désassemble et le rôle de la flore intestinale en plus là-dedans. On n'a pas encore ajouté ce baillon-là. Mais là, effectivement, ce sont des recherches qui sont en cours. Alors Patrick, allez-y, profitez. Juste une chose, c'est que j'ai pris un premier parti qui était de travailler sur toutes ces pâtes de légumineuses et céréales en produits sans gluten et bio.
C'était un choix. C'était un choix. Le bio, c'est déjà une question de philosophie aussi, mais une deuxième question, c'est que j'ai une disponibilité d'ingrédients beaucoup plus importante en bio que j'ai en conventionnel. C'est-à-dire en matière première? Oui, tout à fait. Je pense à certaines lentilles, à certaines, entre autres la lentille corail et des choses comme ça, qu'on ne trouve absolument pas en conventionnel et qu'on va trouver en bio. Et c'est vrai que, j'entendrais parler des concentrats et tout ça, moi je trouve pas ça hyper sexy au départ, quoi, mais bon, voilà. Ce que je voulais faire, c'est aussi quand même faire voir qu'on peut faire quand même des produits commodes à utiliser, mais sexy quand même aussi, quoi. Alors justement, vos pâtes sexy, qu'est-ce que vous avez mis dedans, par exemple? Alors, je prends par exemple une pâte de lentilles corail, elle est orange fluo, moi ça me parle, quoi. Enfin, voilà, et on est dans l'idée de la commodité, il faut que ce soit ludique, et voilà, et donc je souhaitais que ce soit, je dirais, sans gluten, parce que, on rajoutait quelque chose, une contrainte en plus, je dirais. Ça veut dire que les céréales que vous mixez, dans vos pâtes mixtes céréales légumineuses, vous mettez des céréales sans gluten? J'utilise du sarrasin, beaucoup. J'utilise, alors ensuite on va me dire qu'il y a un gluten dedans qui est un petit peu particulier, j'utilise le millet. Voilà, j'utilise beaucoup le riz aussi, et donc ça c'est pour les céréales. Mais alors en plus on disait que je faisais des pâtes céréales légumineuses. Au départ j'ai fait un petit peu le furieux, j'ai fait des pâtes 100% légumineuses. Et alors comment ça se tenait? Alors ça se tient trop bien, parce qu'il y a tellement de protéines dedans que voilà, ça se tient trop bien en cuisson, quoi. Donc c'est pour ça ensuite, et puis je vais laisser la parole aux autres, parce qu'autrement je parle beaucoup, c'est que, on est... Et donc le truc, c'est que l'idée de faire les céréales et les légumineuses, c'est de rechercher des associations. Et moi, je trouve, je recherche plutôt positive, quoi. Alors justement, Jean-Marie Baudic, vous, est-ce que vous utilisez, alors céréales et légumineuses, ça vous parle? Dans l'assiette, vous devez composer plein de choses. Est-ce que vous utilisez des pâtes, par exemple, mixtes, ou vous les utilisez autrement, les pâtes les céréales et légumineuses? Alors, les pâtes, j'en fais pas tant que ça en fait, parce que je préfère travailler les légumes et les légumineuses brutes. Voilà, c'est plutôt les produits transformés, j'en fais pas énormément, je préfère les transformer moi-même. On fait un peu le même métier en fait, hein. Après, ça permet d'avoir des ouvertures. On n'a pas parlé beaucoup de goût et de saveur durant les débats, mais ça apporte vraiment une autre palette dans nos assiettes. Et on peut se passer en fait de produits carnassiers avec ces légumineuses, hein, sur des repas où on le sent vraiment pas, hein. Alors vous avez plutôt une cuisine, produits de la mer et puis produits végétaux. Ouais. C'est un parti pris depuis le début. Tout à l'heure, je vous disais que la rencontre avec Juliette avait été déterminante. Vous, ça vous a permis d'élargir votre palette? Carrément. En fait, moi, la viande, j'en fais que quand on m'en demande à la réservation, parce qu'autrement, il n'y a pas du tout de viande dans le restaurant. C'est un parti pris depuis le début? Oui, depuis le départ. Pourquoi? Au départ, c'est une notion de place. parce que j'ai un petit restaurant avec des petits frigos et je peux m'approvisionner facilement avec mon pêcheur sur le poisson. Les légumes, je peux y aller tous les jours parce que j'ai des maraîchers tout autour de moi, et la viande, il faut stocker. Il faut stocker, ça demande de la place. Moi, j'aime bien la viande racée. Je ne suis pas contre la viande, hein, mais bon. Donc, du coup, j'ai pris le parti pris de ne pas en faire. Et puis, il y a beaucoup de restaurants qui font de la viande, en fait. Donc, je me suis dit... vous allez même au-delà, c'est-à-dire que dans les protéines animales, il n'y a pas que la viande, hein, il y a les produits laitiers. Tout à fait. Les produits laitiers, vous les avez également remplacés? Alors, souvent. Parfois, souvent, en fait, parce que j'ai découvert les laits végétaux. Voilà, les d'amandes, les d'avoine, les de soja, les de noisettes. En fait, on peut jouer avec tous ces laits, en fait, hein, qui, en fait, par exemple, on va prendre le problème d'une crème anglaise. Une crème anglaise avec un lait végétal est beaucoup plus légère, beaucoup moins lourde, en fait, hein, voilà, et avec des saveurs complètement différentes. C'est-à-dire qu'on a un autre produit. On a un autre produit avec les mêmes recettes, en fait. Voilà, c'est comme le sucre
sucre roux, j'ai arrêté avec le sucre blanc raffiné parce que je me suis aperçu qu'en fait le sucre blanc a un pouvoir sucrant mais n'a pas de goût. Voilà. Alors que le sucre roux a aussi ce même pouvoir sucrant mais a du goût en plus. Donc en fait dans les recettes basiques que j'avais avant, j'enlève 40% de sucre dans mes recettes, Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'avec les protéines végétales, vous êtes en train de vous développez une cuisine saine, créative. Oui, et légère. Savoureuse, goûteuse. Et ça ne perd rien au goût en fait, hein, d'accord. Au contraire, je trouve qu'on arrive à décupler les goûts, à décupler les saveurs et avoir une cuisine un peu plus fine, voilà, avec une palette de goûts du coup décuplée, quoi. Hein. On arrive à avoir des choses extraordinaires en mélangeant aussi les légumineuses et les végétaux. Parce qu'on peut les cuire ensemble, on peut les mixer ensemble et ça donne des saveurs différentes et en fait d'autres chemins qu'on n'avait pas encore été exploités et ça c'est intéressant. Qui fréquente votre restaurant? Tout le monde. Enfin, Est-ce qu'on y vient par hasard? Est-ce qu'il y a une démarche volontaire? Est-ce qu'on y vient par hasard? En fait, comme je suis un peu excentré du centre-ville, donc il faut déjà me trouver. Mais ça, c'est une volonté de ma part. J'ai toujours cru que peu importe l'endroit, si c'est bon, les gens viendront manger. Voilà, c'est de les faire venir à soi, mais par la qualité de ce qu'on fait et par ce qu'on a envie d'y mettre, quoi. Hein. Donc en fait, les gens viennent chercher aussi. Enfin, on va pas au restaurant pour manger comme on mange à la maison. Autrement, on va manger à la maison. Enfin, c'est le but, c'est qu'on va chercher quelque chose, on va découvrir aussi des choses. Et c'est de là notre rôle, nous, de cuisinier, c'est aussi d'aller chercher des saveurs pour initier aussi les gens. Voilà, parce que c'est notre rôle aussi de faire nos tests et d'aller un peu explorer. Alors des fois on loupe, hein, y a des choses des fois qui réagissent pas comme je voudrais que ça réagisse, mais c'est comme ça qu'on avance en fait. Et donc comme j'ai la chance d'avoir une femme qui est assez calée sur tout ce qui est diététique et légumineuse en particulier, en fait, on arrive à pallier en communiquant ensemble à des sans gluten, à faire des gâteaux, elle fait des gâteaux avec du sans sucre, pour répondre en fait à un peu toutes les je dirais c'est pas des allergies mais les intolérances qu'on arrive à avoir maintenant et de plus en plus d'ailleurs, et donc on arrive à pallier je dirais pas des fois non sans mal, mais avec justement ces légumineuses et ces sucres différents qui peuvent en fait substituer à d'autres, quoi. Claude Fischler, intolérance, allergie, vous avez aussi pas mal étudié le phénomène. Aujourd'hui, il y a aussi un phénomène de mode, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui se déclarent et qui s'autoproclament allergiques ou intolérants au gluten, à plein de choses. Ce midi, Jean-Marie nous disait, juste pour la petite anecdote, il a aussi rencontré des gens qui étaient allergiques aux aubergines. Ou quoi? À l'aubergine, c'est ça, non? Ouais. Donc, est-ce qu'il y a une autoproclamation qui est... Bon, alors, la mode disait Cocteau, c'est ce qui se démode. Et le gluten, ça ne va pas se démoder. Les alimentations particulières, etc., c'est un courant qui ne fait qu'augmenter, qui est apparu tardivement en France par rapport au monde anglo-saxon. Mais ça correspond à des choses très profondes. Et ces choses très profondes, indépendamment de la réalité des symptômes invoqués, ou indépendamment même de la validité des régimes adoptés, je ne vais pas rentrer dans ces discussions-là. C'est-à-dire que si vous avez la maladie cœliaque, c'est un truc sérieux, très sérieux et très difficile. Mais il y a toute une proportion de gens qui décident de s'auto-diagnostiquer ou qui décident que ça va mieux quand ils ont du sans gluten. Par exemple, Djokovic qui dit qu'il a gagné Wimbledon grâce à ça. Et qu'il y a des grandes affiches de gerblé 4x6 qui disent une nouvelle vie grâce au sans gluten. Donc,
il y a une revendication de régime sans ceci, ni ceci, ou cela. J'appelle ça les sans nini. Et il y a rarement des régimes uniquement avec. D'ailleurs, vous remarquerez, c'est des évitements ou autre chose. Et ça résulte de deux choses que j'ai dites tout à l'heure. Premièrement, le malaise vis-à-vis de l'alimentation industrielle, la boîte noire. Et deuxièmement, le processus d'individualisation, c'est-à-dire que chacun se veut autonome, etc. Et beaucoup de gens disent, dans cette espèce de cacophonie où on me dit il ne faut pas faire ci, il ne faut pas manger ça, qu'est-ce que je peux choisir, je ne sais pas quel est le bon choix, etc. Il y a une sorte de désir de se réapproprier son alimentation, c'est de reprendre le contrôle. Et c'est vraiment ce que tu dis, d'une certaine manière, hein, c'est avoir la maîtrise, se refaire quelque chose, quel que soit, je ne veux pas aller forcément chercher la validité ou la légitimité. Alors, les allergies, c'est un peu spécial parce que il y a d'une part des contextes sociaux, culturels dans lesquels les vraies allergies sont niées par l'entourage, et d'autre part, tout ce à quoi nous pensons tous, c'est-à-dire des allergies qui sont invoquées et qui finalement répondent à je sais pas, des impératifs tout à fait personnels. Mais ce qu'il y a là derrière, c'est l'autonomie du sujet pour reprendre le contrôle sur son alimentation, et que ce soit la macrobiotique ou le sans gluten ou ceci ou cela. Dans le bouquin, je raconte l'histoire d'une ethnologue que j'ai rencontrée en Australie qui commande dans un restaurant chinois des rouleaux de printemps sans gluten. Alors, je me dis, il y a peut-être, en dehors du fait de savoir s'il y a vraiment besoin de faire du sans gluten dans des trucs à base de riz, en dehors de ça, je lui demande comment vous faites sur le terrain, parce que vous travaillez où? Elle me dit, je sais les aborigènes, j'ai un groupe d'aborigènes. Alors je dis, vous avez des problèmes avec l'alimentation des aborigènes? Parce que je pense tout de suite à Lévi-Strauss qui raconte, ou tous les ethnologues qui racontent leurs problèmes avec l'alimentation indigène qu'ils n'osent pas refuser, ils sont obligés. C'est-à-dire quand on donne à Lévi-Strauss chez les Nambikwara des araignées, des œufs de lézard, des petits serpents et quelques chauves-souris, il ne va pas faire le difficile. C'est un peu comme dans Koh-Lanta, n'est-ce pas? C'est la grande épreuve. Là, oui, elle me dit, j'ai habitué mes informateurs indigènes, c'est pas le terme qu'elle emploie, mais enfin, les gens qu'elle ethnologise, je les ai habitués et ils se mettent en quatre pour me satisfaire. Donc il y a un renversement de l'obligation de l'individu vis-à-vis de son hôte, et ça c'est quand même assez caractéristique d'un phénomène de triomphe de l'individu à un point qu'on avait rarement vu dans la société jusque-là. Donc on aurait appelé ça quoi? Du caprice, si on veut. Et est-ce qu'il y a des différences entre, par exemple, les pays latins, les pays de l'Europe du Nord, l'Amérique? Fondamentales, on les a mesurées. Donc, je vous ai montré très rapidement de cette diapo où on voyait que 97%, enfin la quasi-totalité des anglophones trouvent complètement normal qu'on dise je mange pas ci ou je mange pas ça, quelles que soient les raisons. Il y a plus de pourcentage de végétaliens ou de végétariens et alors qu'en France Non, c'est comme dans les pays catholiques, ça colle. Il y a moins de végétariens. Encore qu'en Italie, il y a un ancien ministre de la Santé, professeur Veronesi, qui a fait un bouquin à la gloire du végétarisme, mais pour les raisons qu'on a exposées ici. C'est-à-dire d'aller plus loin que simplement promouvoir les protéines végétales pour résoudre les problèmes de la planète, mais lui dit en plus de la santé par la nutrition, etc. Je ne suis pas sûr que tous ses collègues soient absolument d'accord avec ça. Mais en Italie, en France, en Espagne, ce qui est important d'abord, c'est le repas et l'espèce de rituel communiel que représente le repas. Et si vous voulez vous extraire de ce rituel communiel, il y a un prix à payer. Et ce prix à payer, les gens ont du mal à le payer. Par exemple, dans les interviews de gens qui sont ou qui se disent allergiques, qu'a fait mon collègue et ami Mohamed Merji à Nantes, il y a des histoires de gens qui disent la chose qui est le plus pénible, c'est qu'on ne peut pas manger avec les autres. Alors ceux-là, il est probable qu'ils sont vraiment allergiques. Parce que ceux qui sont moins ou qui sont autodiagnostiqués, ils ne se plaignent pas nécessairement de cet inconvénient. Vous voyez, donc le côté latin, catho de tradition, c'est la force, l'impact des religions historiques dans les sociétés. Et en face, vous avez les sociétés de tradition protestante,
où il y a le dialogue singulier dans la théologie protestante, si vous voulez, c'est simple, simplet ce que je dis, mais entre l'individu et le Très-Haut, il n'y a pas les instances intermédiaires, l'Église, les pompes de l'Église, les indulgences, la confession, etc. Et donc, chacun, il y a un côté beaucoup plus austère, responsable de son corps, de soi, etc. Mais en même temps, une revendication d'autonomie, de liberté, je suis libre et responsable. Et dans nos entretiens, les Américains sont exactement comme ça. Dans l'Europe du Nord, c'est un peu comme ça, mais avec des modulations diverses. Alors ça ne veut pas dire que dans un même pays, les protestants et les catholiques ont une attitude différente, hein. C'est vraiment toute la culture nationale qui est imprégnée par ces traditions. C'est très frappant. Donc... la France, c'est vraiment la fille aînée de l'Église de ce côté-là, c'est-à-dire le repas est une institution qui gouverne encore complètement notre rapport à l'alimentation. Et on a des interviewés, il y en a une en particulier que je cite tout le temps, parce que, mais ça revient sous 36 000 formes, je suis sûr que vous allez reconnaître. Une dame, on lui dit « Qu'est-ce que vous avez mangé à midi ?» Elle dit « Ce matin, à midi, j'ai pas mangé, j'avais des courses à faire. » J'ai mangé un sandwich. Et après, elle nous dit ce qu'elle a mangé. Elle a mangé un sandwich, ou elle a acheté un truc chez un boulanger dans la rue, etc. Donc tant qu'on n'a pas mangé assis selon un certain rituel, avec certaines personnes, à certaines heures, dans certains endroits, on n'a pas mangé. Et on rentre chez soi le soir et on dit « Bon, j'ai pas mangé à midi, allez, mettons-nous à table. » Corinne Mbo, vous, ça fait un petit moment que vous avez introduit notamment les légumineuses dans les menus que vous proposez aux collectivités. Pourquoi ce parti pris Alors en fait, pour remettre les choses dans leur contexte ensemble, c'est d'abord une entreprise de cuisiniers avec un parti pris fort qui consiste à proposer des menus, ou des recettes faits maison à base de produits frais, qui proviennent, en tout cas dans les cas où c'est possible, du plus près possible du restaurant, avec donc un approvisionnement local. Et un engagement fort, si je me remets dans le contexte des années 2008-2009, un engagement fort en faveur du bio. Donc avec des clients qui sont d'une manière générale très sensibles au développement durable, à une approche d'alimentation saine, naturelle, et du coup on recherche de pouvoir se nourrir autrement. C'est-à-dire qu'on est à l'extérieur de la maison et on a envie de continuer à bien s'alimenter. Exactement, et à faire attention à ce qu'on mange. on a envie de pouvoir s'alimenter bien, d'une manière saine, même si c'est effectivement sur le temps du midi, entouré de ses collègues, ou même si c'est une alimentation rapide, mais on veut pouvoir manger sainement, on veut pouvoir manger bien, et on veut aussi donner la possibilité à ses enfants de le faire. Donc il y avait une attente, il y avait une demande. Il y avait une attente qui était très très forte de ce point de vue-là, et on a eu simultanément un choix qui est arrivé de la part de notre patron en 2010 d'intégrer une entreprise qui proposait des produits bleu blanc cœur, cette fois des produits carnés, mais donc avec un choix engagé encore une fois, et qui nous a amené à proposer du coup des protéines animales d'une valeur nutritionnelle supérieure. Et là, on s'est dit, on arrive à une notion d'équilibre, c'est-à-dire, ensemble, propose à la fois une alimentation saine, naturelle, donc une qualité alimentaire globale, en même temps des protéines animales d'une qualité supérieure, mais il y a quand même un équilibre économique à tenir, parce qu'on n'est pas, le porte-monnaie n'est pas extensible, surtout en période de crise. Et l'idée, ça a été de se dire, on va proposer à nos clients d'intégrer sur certains menus un peu moins de viande, mais des protéines animales de qualité nutritionnelle supérieure, et par contre de les compenser en intégrant des légumineuses. Alors ça, c'est dans pour ces recettes. Respecter l'équilibre économique et nutritionnel en même temps. Donc ça a donné le jour. Donc c'est une offre qui a été travaillée avec notre responsable nutrition, et ça a donné le jour à une offre qui s'est appelée les fabuleuses légumineuses. Donc c'était en 2010. Ça a été proposé à des convives adultes sur des restaurants d'entreprise. D'abord, vous avez remplacé dans le cadre de menus le plat chaud dans un premier temps, sous forme d'une 10 à 15 recettes qu'on proposait en gros une fois par semaine, avec une présentation, donc un plat complet sous forme de bocal, avec des recettes de la plus traditionnelle à la plus exotique, comme un chicken lentilles madras par exemple, ou un poulet coco, voilà, mais avec toujours une quantité de protéines animales divisé par 2 et substitué par l'équivalent nutritionnel en matière de légumineuses, donc soit des lentilles, des pois chiches,
Voilà, donc ça a été proposé sur des restaurants tests dans un premier temps et ça a très vite remporté un très vif succès. En fait, on arrivait à des taux de prise d'environ 30% quand on avait 3 choix de plats chauds, ce qui est très important dans nos métiers. Donc on s'est tout de suite dit on va continuer. On l'a proposé aux enfants sous une autre forme, ça a plu aussi. Alors comment les enfants ont perçu la chose? Est-ce que ça a été plus difficile, plus long? Ça a été plus long parce qu'on n'a pas compris tout de suite qu'une des clés d'entrée pour les enfants, c'est la présentation et c'est les codes de consommation qu'ils ont. C'est-à-dire qu'on ne peut pas présenter... C'est l'aspect visuel? Oui, voilà. Il faut que ça leur rappelle une alimentation ludique plaisir. Et l'alimentation ludique plaisir chez les enfants, c'est souvent les frites, c'est souvent... alors je ne vais pas dire la malbouffe, mais c'est souvent l'alimentation grasse, sucrée, etc. Et ils avaient besoin de retrouver ces codes. Ce qui fait qu'on a mis un peu plus de temps pour bien comprendre les attentes. Et ça nous a amené, par contre, un petit peu plus tard, sur 2011-2012, à créer un produit qui s'appelle les Mokies. Là, ce sont, pour résumer, des boulettes de viande de porc associées à des légumineuses. Toujours avec une viande bleu blanc cœur, puisqu'on tenait à cette protéine animale à vocation santé, on va dire. Et donc, on l'appelait les Mokies pour une raison toute simple, c'est que mort en breton, parce qu'on tient à nos racines, mort en breton c'est le porc, et les Mokies, ce sont les boulettes de riz au Japon. Donc voilà, ça a donné naissance à ce concept avec des boulettes qu'on a proposées à la fois aux enfants et aux adultes. Pour les adultes, on les présentait sous forme de brochettes. Alors combien de repas donc on a dit 500, un peu plus de 500 restaurants, combien de repas par jour? Alors par jour, je ne sais pas, en 2013, on a servi 37 millions de repas en France. Sur toute l'année? Sur toute l'année, oui. Et donc voilà, et progressivement, en fait, on a été amené à enrichir cette offre-là et désormais, on propose des menus totalement végétariens pour l'entreprise en particulier, avec donc de l'entrée au dessert. Et comme là encore, les attentes étaient d'aller sur une alimentation saine, naturelle, de pouvoir se nourrir autrement, mais en même temps, on avait des demandes par rapport à du sans gluten, par rapport à du sans lactose, par rapport à des contraintes religieuses. On a voulu créer une offre qui, quelque part, pouvait répondre à tout ça, avec des menus végétariens, mais qui qui sont quasiment végétaliens. On a très peu de fromage ou d'œufs, ou très rarement dans les menus. Et puis avec du coup des conseillers culinaires qui ont travaillé sur des développements de recettes, et là je rejoins ce que je connais aussi, l'intégration d'ingrédients qui nous ont ouvert un univers en fait en termes culinaires, avec des laits végétaux, effectivement du lait de riz, du lait d'avoine, du lait de soja. Avec des sauces aussi. Avec des sauces, des purées d'oléagineux à base des purées d'amandes, ce genre de choses. Et du coup, et beaucoup d'épices, parce qu'il faut compenser à un moment donné... Enfin, pas compenser, je dirais pas compenser d'ailleurs, mais c'est vraiment un univers culinaire différent et on retrouve beaucoup de goût dans l'assiette, mais des saveurs totalement nouvelles. Avec nos conseillers culinaires s'éclatent et les chefs sur les restaurants également. Et donc c'est une offre qui existe maintenant sur 50 restaurants d'entreprise chez nous et qui remporte un grand succès. Donc on continue à ajouter des recettes progressivement dans cette offre-là. Est-ce que vous proposez les pâtes de Patrick? Alors on a fait un test avec Patrick récemment sur quelque chose de très spécifique qui s'adressait aux sportifs dans le cadre d'une préparation de course. Ça a duré 2 mois. Ça a beaucoup plu. Qu'est-ce que vous aviez mis spécifique dedans? On n'a rien mis de spécifique. On a travaillé les pâtes de Patrick, mais avec des recettes de sauce à base de légumes, etc. Et l'idée, c'était d'avoir un niveau calorique et puis des valeurs nutritionnelles adaptées aux besoins d'un sportif qui préparait une course. Donc ça a bien fonctionné. On a rencontré quelques difficultés en matière de cuisson parce que cuire les pâtes à base de légumineuses, c'est pas la même chose que cuire des pâtes à base de blé dur, mais Patrick en parlera mieux que moi. Et ça demande vraiment des formations. Et là, on va justement retenter des tests, là pour le coup, en dehors des menus sportifs, mais pour un concept qui serait destiné à tous. On pense qu'il y a vraiment une valeur ajoutée là-dessus. Puis c'est vrai que les pâtes, ça reste un aliment phare en restauration collective, ça plaît beaucoup. Et si en plus les valeurs nutritionnelles sont au rendez-vous par rapport à de la pâte classique, c'est très intéressant. Alors Philippe Chanstrel doit se demander, mais qu'est-ce que je fais là? Il est directeur R&D chez ENAF. Il a dû se tromper d'amphi. Mais non, il a été... Oui.
sciemment invité. Alors effectivement, c'est pas très facile pour moi, parce que d'abord, je suis l'industriel de la bande. Mais vous en faites pas, on vous accepte. Voilà. J'ai bien compris. Alors, justement, chez ENAF, bon, vous n'êtes pas, passé à côté non plus, comme beaucoup d'industriels dans la salle. Vous vous posez la question, le consommateur ou les mangeurs, comme les appelle Claude Fischler, demandent de plus en plus de protéines végétales. Comment répondre à cette demande quand on fait du pâté de jambon? Alors, comment je vais résumer ça? Non. En fait, ce qui est clair, c'est que on va pas chercher, on va certainement pas chercher à aller faire des substituts ou des analogues de viande, choses comme ça. Rassurez-nous, vous n'allez pas faire du ersatz de C'est clair, pâté ENAF. clair, non, ça risque pas. Même dans les produits frais, c'est pas notre créneau. Puis d'autres industriels le feront très bien. Il y a du steak de soja, ça existe, etc., etc. Non, nous, on va s'inscrire dans la diversité et dans la mixité. Alors du coup, j'ai bien aimé le slide de Claude Fischler sur le Thanksgiving, où on voit effectivement l'individualisation. Et en référence à ça, nous, notre stratégie sera de proposer une offre diversifiée, qui pourrait être assimilée aux flexitariens, c'est-à-dire qu'on va proposer des produits à base de viande. Évidemment, le pâté ENAF ne va pas changer, mais on verra apparaître. Alors, c'est pas facile pour un directeur R&D de parler des projets futurs, donc je vais rester un peu vague. Mais il est certain que dans ce mouvement, dans cet environnement, dans cette demande, on va végétaliser un petit peu certains types de produits. Alors, pas forcément avec des protéines en tant que telles, parce que nous, on est plutôt clean label, c'est-à-dire que notre idée, c'est d'utiliser le végétal brut. Donc, on peut utiliser des protéines comme ingrédient technologique. Ça se fait dans la charcuterie depuis très longtemps. Hein. Un pâté de foie avec avec un isolat de soja. Mais tout le monde sait. des protéines de soja, notamment. Alors, dans la charcuterie salaison, ça se fait. Nous, on est un peu atypique parce qu'en fait, ces protéines-là, je ne les utilise pas. Je préfère utiliser les ingrédients bruts. Alors, en plus de votre casquette R&D, en fait, vous vous occupez aussi des achats, matières premières. Oui, hein, et du sourcing. En fait, moi, un pâté de foie, chez nous, je le fais avec du lait et de l'œuf. Je ne le fais pas avec des caséinates de sodium ou des produits comme ça parce que c'est conforme à notre... c'est un peu dans notre ADN. Alors en végétal, c'est un peu plus compliqué, parce que là, il faut utiliser une protéine isolée. Je ne peux pas mettre du blé en tant que tel ou de la farine de blé, ça ne va pas marcher du tout pour faire une émulsion. Donc il y a des raisons technologiques qui font qu'on ne peut pas forcément mettre du végétal pour un résultat attendu. Mais il est clair que nous, on s'inscrit, et notre développement et les innovations qui se feront à court, moyen et long terme, se feront dans l'idée de diversifier l'offre et d'apporter au consommateur dans le linéaire l'ensemble des produits qu'il veut trouver. C'est-à-dire des produits à base de viande, des produits avec du végétal. On peut même imaginer d'avoir des produits sans viande. Alors aujourd'hui, ça ne se voit pas, mais comme nous exportons, et notamment dans les pays tiers, dans des pays... Amérique du Sud, Amérique du Nord, on est le seul outil fabricant de viande en France à avoir l'agrément USA. On travaille beaucoup avec Singapour, beaucoup avec le Japon, ce qui nous permet d'imaginer, de développer des produits différents, des produits qu'on va mettre dans les linéaires en France. Et à ce titre-là, on sait travailler des produits sans viande, des produits de poisson, des produits de légumes, etc. Donc en fait, aujourd'hui, on a une image effectivement française qui est très produit à base de viande, mais on a complètement intégré ce qui va venir. Alors ça fait longtemps ou pas que vous avez... Quelques années dans le sens où on a déjà fabriqué des produits, mais qu'on ne voit pas ici, qui sont à l'export, des pâtes à tartiner sans viande. Chez nous, c'est déjà existé. Moi, j'ai déjà fait des développements depuis des années là-dessus. Donc en fait, dans notre esprit, il n'y a pas d'opposition protéine animale, protéine végétale. C'est-à-dire que moi, je suis un formulateur. C'est-à-dire que moi, je dois fabriquer des produits. J'ai un panel d'ingrédients divers et variés, végétal, animal, poisson, produits de la mer, algues,
Tout ça, pour moi, c'est pareil. Et après, ce sont les cahiers des charges qu'on va me donner qui vont faire que je vais développer dans tel sens, tel sens, tel sens. Et en y rajoutant des paramètres techniques qui peuvent être de la nutrition, qui peuvent être de la praticité, du prix. Pour la nutrition, par exemple, on a parlé de Bleu Blanc Cœur tout à l'heure. Nous sommes aussi impliqués dans la démarche Bleu Blanc Cœur. Donc, nous avons car nous considérons que cette démarche et donc l'enrichissement naturel en oméga 3 permet d'améliorer le profil des acides gras de nos produits. Donc voilà. Donc en fait, on est dans une offre très très diversifiée. Et donc quelque part, on est déjà engagé dans ce schéma. Après, je ne peux pas être beaucoup plus précis. Mais vous avez déjà dit pas mal de choses. Anne-Emmanuelle Leminous, vous êtes, dans le cadre de votre activité, de plus en plus sollicité par des industriels, justement pour ce que vient d'expliquer Philippe Chancerelle, cette diversification. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer à côté, sinon on se coupe d'une partie du marché. Tout à fait. Il y a deux approches, puisque l'Adria Développement est un centre d'accompagnement agroalimentaire multifilière. Donc on accompagne aussi bien les entreprises de la viande que du végétal. La tendance depuis quelques années, comme le disait très bien Philippe, ça a été déjà de travailler sur les matières premières animales, d'améliorer, je parle de ce que je connais, la qualité nutritionnelle de ces produits-là par les filières. On en a parlé, l'alimentation animale pour de meilleurs profils nutritionnels. Donc ça a déjà été un axe de travail. Et puis sur également le végétal, comment apporter ce végétal dans l'alimentation. On en a parlé un petit peu rapidement, donc de la viande, certes, de meilleure qualité nutritionnelle possible. Après, on le disait, les protéines, on en consomme suffisamment. En France, en tout cas, c'est pas quelque chose dont on a besoin de consommer plus. Consommer mieux, certainement, mais plus, pas forcément. On va peut-être vous avez préparé une diapo. On va peut-être pouvoir, sur justement les recommandations et puis aussi les consommations. Alors, en attendant que Ronan nous cherche la slide, peut-être que vous pouvez nous donner justement... Qu'est-ce qu'on préconise? Alors, tout à l'heure, on a évoqué 50-50. Alors là, ça reprenait les données de consommation, mais Marc-Antoine on les a abordées dans sa présentation également. Vous voyez juste que la consommation moyenne en France, donc 86 grammes de protéines, redispatchées après sur les différents groupes de la population, montre qu'il n'y a pas d'insuffisance d'apport dans la population d'un point de vue quantitatif. Au petit bémol, on va dire des seniors, qui sont un groupe de la population qui nous intéresse quand même de façon importante, une partie de la population qui croît. Mais donc chez les enfants, chez les ados, chez les adultes, on n'a pas d'insuffisance d'apport en protéines. On en consomme plutôt, vous voyez, plus par rapport aux besoins nutritionnels. Et les protéines en particulier sont largement d'origine animale dans notre régime alimentaire. Alors est-ce que c'est un problème de consommer trop de protéines ? Je dirais dans l'absolu non, puisque c'est pas quelque chose qu'on stocke, qu'on fait des réserves qui contribuent à l'obésité, etc. C'est quelque chose qu'on élimine, voilà, qu'on ne stocke pas. Donc de ce point de vue-là, pas d'effet délétère sur la santé, à moins je sais plus qui parlait des bodybuilders à un moment là, mais bon, là ça peut poser problème quand même parce que les reins ça les fait travailler, d'éliminer toutes ces quantités de protéines importantes. C'est pas tant les protéines que ce qui les accompagne dans ces matrices alimentaires, et donc là ça nous renvoie sur nos problématiques d'alimentation animale, de faire en sorte que ça n'apporte pas trop de lipides et plutôt des lipides de bonne qualité. Et donc d'arriver à faire la balance, pas plus, consommer toujours plus, surtout dans le contexte actuel où on est plutôt à chercher à réduire les apports énergétiques et lutter contre les gaspillages. Cet excès de protéines peut être considéré comme un gaspillage à l'échelle en tout cas nationale. Donc meilleure qualité et un meilleur panachage entre l'animal et le végétal. Et dans cette réflexion-là, le végétal à réfléchir également. C'est pas parce que c'est végétal que c'est forcément tout bon. La première source de protéines végétales dans notre alimentation aujourd'hui, ça va être le pain, par exemple, dans notre culture française. Et si on dit que la viande apporte beaucoup de matières grasses saturées, par exemple, ou les produits laitiers de sel, de matières grasses saturées aussi, le pain, c'est aussi la première source de sel dans notre alimentation. Donc quand on dit végétal, ça ne veut pas dire forcément... bon intrinsèquement, ça dépend comment on formule, toujours la même chose, ça dépend comment on associe les choses, céréales et légumineuses et ce qu'on met autour.
pourquoi on consomme en fait si peu de légumineuses? Parce que finalement, on se rend compte que les légumineuses ne sont pas si fréquentes que ça dans les placards de la cuisinière ou dans les foyers français. C'est une méconnaissance Je pense que la réponse là n'est pas nutritionnelle ou diététique, mais plus culturelle, comme le disait Claude Fischler. C'est justement l'image de ces produits-là dans l'inconscient populaire et le fait que ça suive les aspirations de la population quand le niveau de revenu croît. Et puis on ne sait pas forcément les utiliser et comment les utiliser. Claude Fischler, allez-y. Moi, je prends la balle au bon pour cet exemple et de certains qui l'ont été, de dire que c'est pas parce que c'est végétal que ça va être au-dessus de tout soupçon et que ça va complètement rassurer les mangeurs que nous sommes, parce que d'une certaine manière, beaucoup des substances dont vous parlez, sur lesquelles vous avez travaillé, finalement, étaient utilisées à un moment ou à un autre avec une préoccupation économique, de réduire les coûts et sans transparence. Non, mais d'accord, mais il y a l'étiquetage, il y a tout ce qu'on veut, etc. Mais non, mais je suis d'accord, mais enfin, vous avez dans des témoignages de consommateurs des gens qui vous disent je ne sais plus si je dois acheter du steak haché parce que j'ai l'impression qu'il y a du soja dedans. C'est marqué sur l'étiquette, évidemment, mais bon. Donc là, il s'agit de développer des nouveaux produits qui ne soient pas pris comme des succès d'année, qui soient des découvertes de saveurs nouvelles, etc., et qui s'affirment hautement. Mais si on est dans cette démarche-là, alors pourquoi ne pas regarder justement les produits eux-mêmes, c'est-à-dire les légumineuses qui ont été, j'ai montré, je crois, dans un des slides, graduellement abandonnées. C'est dans le schéma classique. Au fur et à mesure qu'on montre que le niveau de vie augmente, on a tendance à rejeter ou à abandonner les nourritures de nécessité qui étaient bien satisfaisantes et qui nutritionnellement valables à bon marché. Et ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé sur les pâtes. Avant d'être des pâtes, ça s'appelait des nouilles. Et si vous lisez Céline dans je crois, Mora Crédit, il raconte je sais plus où, il raconte comment on faisait les nouilles chez sa mère qui était blanchisseuse dans une bassine de lessive, et ça avait le goût de lessive. Et il a fallu que les Italiens arrivent sur le marché pour transformer les nouilles en pâtes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la campagne de Barilla qui présentait leurs pâtes sur des coussins comme des bijoux, des objets précieux. Et à ce moment-là, c'est devenu un aliment beaucoup plus gastronomique, qui, comme par hasard, a été valorisé nutritionnellement, etc. Il se passe la même chose pour les lentilles du Puy avec l'AOP, ou AOC, c'est devenu AOP, et puis avec un certain nombre de les cocos de Paimpol, et un certain nombre de choses comme ça, et les tarbais, et on peut à l'infini varier, valoriser une production et une qualité de produit, et on peut découvrir de nouvelles variétés. Par exemple, si vous êtes dans l'exotique, vous vous intéressez à la cuisine indienne, dites donc, là, les légumineuses, le dal, vous avez une infinité de variétés de lentilles incroyables, blondes, vertes, oblongues, plates, c'est extraordinaire. Donc on peut très très facilement, sans doute, enfourcher des choses comme ça sur le registre de la qualité et de la valorisation. Même chose pour la viande. L'histoire du poulet qui est mort pour rien, c'est très très valable pour le bœuf. Si vous voyez les créneaux qui se développent, il y a des boucheries qui ferment. La consommation de viande, elle a quand même un petit peu diminué, en dépit de ce qu'on nous dit que ça augmente, parce qu'il y a la partie transformée, etc. Vous regardez les boucheries, ça devient un produit de luxe. Il y a une revue qui s'appelle Beef, qui est allemande au départ, qui a été transposée en France et qui vous fait magnifique revue, très très belles photos, etc. Très approfondie, très culturelle sur les variétés de bœuf, les qualités de bœuf, le bœuf wagyu japonais, l'angus, etc. Et qui correspond avec un réseau, alors évidemment c'est dans le haut de gamme, mais un réseau de boucheries qui sont des boucheries, j'allais dire, comment il dirait, des boucheries design, quoi, enfin des boucheries... non mais c'est... oui, c'est un produit de luxe, quoi. Pardon ? Un produit de luxe, quoi.
C'est carrément un produit, mais c'est plus qu'un produit de luxe, c'est un produit pour amateurs très très éclairés, etc. Et l'idée, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a plus du tout la quantité. C'est un peu comme le vin, si vous voulez. C'est-à-dire que quand on est passé du vin de table au vin, ce que j'appelle le vin de cave, on voit qu'il y a une partie de plus en plus importante de la population française qui ne boit jamais de vin. Ça désespère d'ailleurs ça inquiète beaucoup les producteurs, mais on voit bien que la consommation a complètement évolué. Il n'y a plus de vin de table, il n'y a pratiquement plus de vin ordinaire, etc. C'était ce vin qu'on mettait sur la table automatiquement, comme la corbeille de pain, etc. Ou la carafe d'eau, un peu moins même. Et maintenant, il n'y a plus qu'un vin qui a une origine, une appellation, une histoire, un millésime, une contre-étiquette qui raconte plein de trucs, etc. C'est ça ce qui se passe aussi dans ces marchés-là, et donc dans le végétal comme dans le reste. Jean-Marie Baudic, tout à l'heure, on parlait donc des légumineuses. Revenons vous disiez, pendant que Anne-Emmanuel parlait, que c'était aussi, on ne savait pas forcément non plus les cuisiner. Voilà, c'est souvent un problème de cuisson, en fait, hein, qui peut gêner les gens. Bon, maintenant, on est dans une société où tout va vite. Où tout va très vite, et les légumineux, il leur faut quand même un temps de cuisson. Et par exemple, on va parler du pois chiche, mais il faut les faire tremper, les pois chiches. Parce que, alors c'est souvent 12 heures qu'il faut les faire tremper, c'est ça les lentilles, non. Pas forcément, non. Mais si on ne fait pas tremper les pois chiches, ou alors il faut les cuire avec une haute pression, avec plusieurs barres. Hein, et donc tout le monde n'est pas équipé pour les cuire à haute pression. Mais ça, c'est possible. Il y a aussi l'ami des légumineuses, c'est l'algue. Hein, oui, parce qu'on réduit d'un tiers, c'est ça? D'un tiers, ils ont une enzyme qui vont faire que c'est l'ami des légumineuses. Moi, c'est comme ça que je les appelle. J'aime bien les associer parce qu'on gagne du temps. Mais il y a des substituts, il y a des flocons de légumineuses qui existent. Oui, après, mais tout ça, c'est une question de marketing, en fait. Je pense qu'arrivé un moment, les gens ne connaissent pas, ne savent pas, et ne savent pas qu'il y a des substituts et qu'on peut aller trouver des choses qui vont plus vite, quoi. Il faut, pour répondre, en fait, à cette demande, je pense que c'est au niveau du temps qu'il faut leur faire gagner, quoi, hein, sur la cuisson, quoi. Hein. Patrick Mudry, où vous approvisionnez? Est-ce que c'est, tout à l'heure, Corinne Lembo disait qu'ils cherchaient le plus possible à s'approvisionner en local. Alors vous aussi, c'est votre volonté. Est-ce que vous y parvenez? Alors, c'est le plus près possible, mais par exemple pour le riz, aujourd'hui, hormis le prendre en Camargue, ce qui est une solution, j'ai choisi l'Italie parce que il y a des qualités de riz et tout ça qui sont bien. Autrement, je travaille avec des vieilles espèces de blé aussi sur certaines productions, où là, par contre, on travaille avec un réseau qui s'appelle le réseau Semences Paysannes, qui est vraiment un réseau participatif, où je prends aussi les lentilles vertes, le millet et certaines autres légumineuses. Donc ça vient d'où? Et là, très concrètement, ça vient de la région? Il y en a qui vient de Bretagne ou autrement de Vendée. Et là, par contre, c'est vraiment des agriculteurs, c'est en direct agriculteur, avec un avantage qui est que je connais le prix que je l'ai payé à l'année, et lui, il connaît son revenu à l'année qu'il va avoir aussi, quoi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai travaillé beaucoup avec des grossistes où la vision de prix était sur une semaine, ce qui est tout simplement impossible à travailler, quoi. Alors sur les lentilles, sur le riz, sur le blé et sur les autres légumineuses, est-ce que vous arrivez à vous approvisionner? Alors la lentille corail, là il n'y a pas à tortiller. Aujourd'hui ça vient de Turquie. Il y a des essais qui sont faits en France, mais c'est pas encore, on n'y est pas, quoi. Alors Marc Monton, pourquoi c'est difficile la culture de légumineuses? Parce que finalement l'approvisionnement, elle se fait, c'est difficile de s'approvisionner, en tout cas en local ici dans l'Ouest. Non, c'est pas que c'est difficile, c'est lié au marché des céréales. Et donc jusqu'à présent, notamment dû aux filières très importantes en termes de boulangerie, pâtisserie, etc., d'utilisation du blé, eh bien, la grande majorité des surfaces cultivées sont à base de céréales dans nos pays. Et donc du coup, ça entretient des prix de marché qui font que derrière, vouloir s'implanter sur des légumineuses, c'est pratiquement impossible.
Alors il y a des essais qui sont faits actuellement, notamment en Bretagne sur l'aspect autonomie protéique pour l'alimentation animale, pour faire revenir des cultures de légumineuses. Il y a la culture du lupin, par exemple. Voilà. Et la févrole. Mais c'est essentiellement dû à des problèmes de marché et de prix de revient. Et alimentation animale. L'idée, c'est que, ce que je montrais tout à l'heure, on est à 80% sur l'utilisation, et donc on fait de l'argent sur du volume, et non pas sur de la technicité. Mais s'il y a une demande qui est de plus en plus croissante, et si l'industriel en demande encore plus, est-ce que ça pourrait aussi être un débouché, par exemple, pour l'agriculture ? Ça peut faire varier, ça peut impulser un mouvement. Une autre chose intéressante sur les légumineuses, c'est l'autonomie par rapport à l'azote. C'est-à-dire que la culture de légumineuses va restituer l'azote dans la terre. On n'a pas besoin d'en rajouter de l'engrais et notamment de l'azote dans le sol. Donc il y a aussi des vertus en termes de durabilité. Alors il y a peut-être une carte à jouer. Oui, absolument. Je voulais rebondir là, sur quelque chose là, qui avait été évoqué par Jean-Marie tout à l'heure. Si je peux changer de séquence, ou en revenir. Allez-y. C'est l'aspect un peu que tu évoquais sur le fait qu'on peut trouver de nouvelles textures, des goûts un peu inconnus, ou des couleurs, tu parlais de fluo, machin, et que ça t'intéressait et tout. Et donc je pense qu'il y a un vrai paradoxe là, sur des systèmes comme ça, un peu de restauration, où là on a affaire à un public averti, qui sait pourquoi il va, et l'industriel, donc là c'était plutôt de votre côté, où là, c'est plutôt, attention, on essaye on est dans un système de standardisation, il faut avoir toujours le même goût, et de toute façon, le consommateur attend tel goût pour tel produit un petit peu traditionnel. Donc, si on change la formulation, il faut le faire avec l'objectif de ne pas changer la qualité finale. Donc, il y a un vrai paradoxe là, où d'un côté, effectivement, on se sert de cette diversité pour dire, on va faire des choses nouvelles, mais je pense que c'est pour une population un petit peu élitiste, ou en tout cas cultivée, qui sait pourquoi elle va. Et puis pour le grand nombre, exactement, pour le grand nombre, où là, il faut faire des choses assez standardisées, où donc ces qualités-là vont se transformer en problèmes. Je pense qu'il y a un vrai truc à réfléchir, et il peut y avoir une voie un peu intermédiaire, où on fait un peu des nouveaux produits, type purée, etc. Mais après, on est sur un problème d'acceptabilité par le consommateur. C'est de dire, voilà, il y a, je sais pas, il y a telle couleur, verte, mais goûter, il faut adapter le grand public à ce type de nouveaux goûts ou de nouvelles couleurs. Et c'est un vrai problème. Et là, on parle des protéines végétales, bientôt c'est les algues, et puis demain c'est les insectes. Donc on est dans cet aspect d'acceptabilité, et je pense que la présence de Claude ici est importante, c'est-à-dire il va falloir de plus en plus qu'on travaille avec des chercheurs des sciences humaines. C'est-à-dire essayer d'expliquer cette relation à l'aliment et comment faire passer, quand elle est bonne, ce type d'innovation. Parce que nous faire manger les insectes, c'est quand même un saut culturel. Alors c'est vrai qu'on mange du miel, quelque part c'est un peu du vomi d'abeille, ça ne nous dérange pas, mais on est juste habitué. Mais souvent c'est ça, c'est ce pas-là. Comment on fait accepter ce type de changement ? Anne-Emmanuelle devait être confrontée à ça, non ? à cette problématique exposée par Marc Canton, justement avoir un produit standard et puis essayer de changer un peu. C'est des cahiers des charges différents. Je pense les demandes industrielles ne sont pas les mêmes à la base. Quand on est sur un produit, j'ai envie de dire MeToo, c'est-à-dire je veux copier un produit existant en substituant des ingrédients animaux par végétaux, par exemple, ou quand on est dans des positionnements nouveaux de produits, voire rupturistes, même pour une même marque, de chercher à aller sur des territoires différents, où là on n'est pas en train de chercher à copier, mais à chercher à faire des produits différents, amener les consommateurs vers des goûts différents, vers des textures différentes. Les deux peuvent cohabiter sur le marché, le cahier des charges n'est juste pas le même au départ. Jean-Marie, vous vouliez, puis Claude voulait réagir à... Allez-y. Tout à l'heure, je crois que c'est la luzerne, tu me disais que ça faisait de la farine verte. D'accord, c'est une farine qu'on n'utilise pas, qui n'existe pas. Et pourquoi tu veux la blanchir ? J'ai pas compris en fait. Moi, ce qui m'intéresse en fait, à la limite, et je pense que toi, ça serait pareil. Et ce qui me parlerait, c'est d'avoir une farine de luzerne. Alors, qu'elle soit verte, moi perso, ça me dérange pas.
et que les gens ne connaissent pas cette farine. Et donc en fait, bon, on dit ok, on fait de la farine de luzerne et ça a telle et telle propriété, elle est verte, et oui, c'est de la farine de luzerne et la luzerne est verte, ok. Et ça change quoi de la blanchir? C'est d'arriver à un moment, c'est de transformer. J'ai l'impression, hein, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est transformer pour transformer. Alors que de garder en fait ce naturel. Je pense que les gens seraient prêts à découvrir, en fait. Tout l'enjeu est là. C'est comment on arrive à faire accepter ce genre de modifications, notamment des couleurs. Enfin, tu prends une farine verte, ça veut dire que le pain derrière ou ce que tu vas faire derrière, il y aura une teinte verte. Ben, c'est quelque chose que les gens sont peut-être pas prêts à accepter pour l'instant. Oui, il y a des pâtes vertes, des choses comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que l'industriel, il veut une farine blanche. Voilà. Donc, un des enjeux, c'est d'essayer de dépigmenter ce type d'ingrédients. Oui, c'est des marchés différents. Chacun ses marchés, c'est ça? Claude Fischler? C'est-à-dire que vous l'avez dit tout à l'heure, hein, on ne vient pas au restaurant pour manger ce qu'on mange chez soi. Donc, on veut bien essayer des trucs, on veut découvrir. La restauration, surtout la restauration gastronomique, c'est en grande partie maintenant un lieu pour la découverte. Et il y a des gens qui sont un peu frustrés parce qu'ils aiment aussi retrouver, pas seulement découvrir. Enfin bon. Mais pourquoi alors, mais par exemple, Corinne nous a expliqué que ça fonctionne en restauration collective. Là, on est oui, mais dans des contextes particuliers, avec les enfants, avec une mise en scène ludique, etc. Non, mais que je sache, aucun de vos produits n'est encore un marché de masse de l'agroalimentaire. Et Est-ce qu'il faut être un marché de masse aussi, hein. Voilà, justement. Mais donc, ce sont des marchés de niche. Donc ça existe, ça trouve ses consommateurs, etc. Mais pour vous, ça reste des marchés de niche. C'est pas pour moi, c'est quand même de facto. Enfin, je veux dire, ils cherchent pas à être autre chose d'ailleurs. Ça n'a rien de négatif, au contraire. Hein, on est d'accord, c'est une stratégie. C'est vrai, on trouve des gens qui sont motivés pour un certain. On trouve un marché, quoi. Bon, mais ce que je voulais dire sur l'acceptabilité, qui est un terme d'ailleurs. On a l'impression que l'acceptabilité, ça doit être un terme d'origine anglo-saxonne. C'est l'idée qu'on arrive à leur faire avaler le truc, quoi. Ce que je veux vous dire, c'est que ce que montrent les recherches, c'est qu'un produit n'existe jamais, ou presque jamais, disons, en règle générale, un produit n'existe pas indépendamment. Il n'existe pas comme ça tout seul. Il existe par rapport à un système, par rapport à une cuisine, un ensemble de codes, et par rapport à un ensemble d'usages. D'accord ? Donc par exemple, j'ai dit le vin tout à l'heure, le vin de table et le vin de cave. Quand il y avait du vin de table, c'était peut-être du vin, du jus de raisin fermenté aussi, mais c'était pas le même produit. C'était pas le même produit, ça servait pas à la même chose, c'était pas consommé dans les mêmes conditions, même pas par les mêmes personnes d'une certaine manière, etc. Donc c'était autre chose. Et donc, un nouveau produit comme ça, c'est pas seulement une histoire d'acceptabilité unique de ce produit-là, mais c'est de comprendre et d'intégrer ses usages dans un système culinaire. Par exemple, moi j'ai eu une expérience il y a longtemps qui était ébli. Bon, ébli, ça a eu c'était des grains de blé pré-cuits, c'est ça, et qui permettaient de... c'est d'ailleurs été ça dès le début, on disait aux gens, dans la première campagne de publicité, il était dit, il n'y a pas que le riz et les pâtes dans la vie. Donc on vous disait dans quel créneau de votre alimentation, vous alliez pouvoir rentrer ce produit. Parce que le blé, c'est bon, ça a une image formidable. C'est très bien le blé, c'est la nutrition, c'est la vie, le germe de blé, etc. Sauf que c'est les poules qui mangent du grain de blé, c'est pas les humains. Et ça, c'était le grand frein. Quand on voyait les réponses des gens, c'était le grand frein. Donc cette campagne qui a consisté à dire, voilà à quoi ça sert, où ça va, dans quel emplacement du repas ça se situe, et en plus ça apporte... c'est casse-pied. Une variété, en plus, ça apporte une variété supplémentaire. Ça a eu un résultat je crois qu'il y a eu un taux de pénétration de 20 ou 25% très très rapidement, ce qui est tout à fait remarquable, n'est-ce pas? Alors après, il y a la question de savoir où on le situe, et je pense qu'ils ont eu un problème parce que c'est allé plutôt dans le bas de gamme. Mais bon, tout ça, c'est des histoires de politique, marketing, etc. Mais ce qui est important, c'est un produit, c'est des usages, une sorte de créneau dans un système global, dans une cuisine, si vous voulez. C'est quelle place ça a, quel usage ça a, quel rôle ça tient.
Et il y a plein de produits qui ont l'air très bien comme ça, qui sont bons nutritionnellement, qui sont même bons organoleptiquement, sensoriellement, qui sont parfaits, etc. Simplement, c'est pas à quoi ça sert, très bien, on voit pas où le mettre. N'oubliez pas que dans l'agroalimentaire, c'est là qu'il y a le taux d'échec le plus grand de l'innovation. Et pour ce genre de raison. Je voudrais juste rajouter un truc parce que ça me fait réagir quand même, là, le truc qu'on ait des petits marchés, de rien. Non, c'est vraiment, moi, enfin, tu me diras si j'ai pas vrai, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est sur une démarche on est vraiment sur quelque chose de fond, quoi. Non, mais et dans une démarche de fond. Moi, là, ça fait 4 ans que j'en fais. Là, maintenant, j'ai 5 concurrents qui s'y sont mis. Ça ne doit pas être une si mauvaise idée que ça, même si c'est pas un marché de masse. Non, mais et donc voilà, c'est peut-être des produits. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de s'amorcer et qui va s'inscrire dans le long terme. Pour moi, c'est quelque chose maintenant qui est inscrit et voilà, on revient pas en arrière. Les pâtes de légumineuses. Pas de légumineuses, mais c'est rajouter de la protéine végétale dans l'alimentation, c'est vraiment quelque chose. Voilà, on est dans une démarche de fond et là, j'ai pas vraiment l'impression qu'on revient en arrière. De toute façon, il n'y a pas de problème d'identification des pâtes alimentaires. Des pâtes, comme ça peut être autre chose. Non, mais ce que vous introduisez d'une certaine façon, c'est de la nouveauté et de la diversité dans un truc qui est assez familier quand même. C'était le but du jeu. Ben voilà. Voilà. J'ai terminé de parler, moi, ça. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de poser des questions à... Alors, je vais vous demander soit de vous lever, puis de parler fort et de vous présenter, parce que je suis désolée, mais les micros, vous avez vu que depuis le début de l'après-midi, c'est un peu capricieux. Laboratoire Standard. Je voulais vous interpeller, personne n'a parlé en fait de micro-organismes. Or, effectivement, je pense que des fonctionnalités peuvent être obtenues tant dans la viande, ça on le sait, dans le lait, mais aussi dans les végétaux, en termes tant de texture, de goût, d'odeur. Et je pense que c'est aussi potentiellement un apport nutritionnel non négligeable, puisque là vous parlez de cuisson vraiment importante des végétaux, et du coup il n'y a plus la disparition de certaines vitamines et autres. Et moi je ne vous ai pas du tout entendu parler souvent de tous ces micro-organismes qui peuvent être source d'innovation, bien que traditionnellement ça existe depuis fort longtemps, beaucoup d'aliments fermentés, même des végétaux, mais ici peut-être plus de l'innovation. Et effectivement, ça m'interpelle de se dire, est-ce qu'on n'a pas, nous, une éducation à faire auprès de nos enfants, justement, pour leur apprendre à aller vers de nouvelles textures, nouvelles couleurs et nouvelles odeurs, en fait, par rapport à notre culture ici européenne. Qui veut répondre ? Moi, personnellement, je ne serais pas contre. Simplement, je pense qu'il manque aujourd'hui, pour moi, la culture, quoi. La culture et la connaissance. Oui, moi je pense que, effectivement, il y a des laits végétaux fermentés qui existent déjà depuis longtemps. C'est la tradition dans pas mal de pays. Je pense que le marché français n'est pas tout à fait mûr pour ça aujourd'hui. Par contre, on sait aussi que l'éducation au goût se fait avant l'âge de 3 ans. Bien sûr, on a tous un rôle à jouer en tant que parents et en tant que société de restauration. Pour nous, le marché de la petite enfance aujourd'hui, c'est celui qui, après les adultes, qui sont eux demandeurs de façon individuelle, c'est le marché où on a le plus de demandes en termes de repas végétaliens, d'intégration de protéines végétales, pour plein de raisons. On a parlé beaucoup des intolérances, des allergies, mais pour plein d'autres raisons aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, les adultes ont pris conscience de l'enjeu par rapport aux protéines animales, donc par rapport à cette transition qui va être nécessaire dans les années à venir. Est-ce qu'ils ne sont pas forcément prêts à accepter pour eux, dans un premier temps, par rapport à leur goût personnel ? Ils ont envie que leurs enfants puissent y accéder. Et du coup, aujourd'hui, on a vraiment cette demande qui est latente. Et je pense que les micro-organismes, par rapport à ça, des yaourts de lait végétaux qui seraient différents, puisque ça existe déjà aujourd'hui sur le marché avec le lait de soja en particulier. À ma connaissance, assez peu sur le reste, mais je peux me tromper. Enfin, en France, je veux dire. Et je pense qu'il y a vraiment des choses à faire, oui.
sur ces aspects-là. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, Marc, en parlant des laitiers qui s'interrogeaient et qui vous interpellaient régulièrement pour savoir comment se positionner et comment faire... Il y a ces aspects-là de produits fermentés, type miso, par exemple, ou tofu, des choses comme ça. Donc effectivement, vous avez raison, on aurait pu évoquer ces sorties-là. Mais il y a aussi les produits laitiers un peu plus classiques qui n'interviennent pas, enfin classiques ou pas, enfin en tout cas sans intervention de micro-organismes, où là il y a une grosse interrogation. Hein. Donc il y a les deux. Oui, tofu, il y a aussi natto, miso, tempeh, enfin là aussi c'est un problème de culture, mais les Japonais, par exemple, l'ont fortement intégré dans leur alimentation. Anne-Emmanuelle ? Oui, là vous citiez quelque chose de très traditionnel, effectivement, mais vous êtes experte en la matière en termes de flore fonctionnelle pour les aliments, et puis pour le public qui est là, effectivement, c'est des pistes de R&D en tout cas très, très intéressantes. Dire juste les micro-organismes, on peut s'amuser en R&D avec ça, parce que ça va être, on parlait du levain à midi à table ensemble, et comment ça travaille avec les différentes céréales, légumineuses. Les sorties sont très différentes de ce que l'on a l'habitude de voir. Il y a l'aspect texture, il y a l'aspect aromatique aussi qu'on peut amener avec les différentes flores, et qui peuvent amener des goûts fumés, des saveurs vraiment intéressantes dans les produits. Donc là aussi, en termes de créativité produit et de spectre d'offres alimentaires, de goût, de texture, etc., il y a plein de choses à faire en amenant les connaissances des micro-organismes dans les matrices végétales. Et effectivement, les laitiers ont des longueurs d'avance, mais il y a de quoi vraiment s'éclater dans le végétal aussi avec les micro-organismes. D'autres questions ? Allez-y, monsieur. Est-ce que vous pouvez juste dire votre nom, qui vous êtes ? Jonathan de la société Sotexpro, texture et protéines. Et pour préciser tout à l'heure sur les micro-organismes, vous avez en Angleterre une société qui s'appelle Corn, Q-U-O-R-N, qui fait déjà de la fermentation et qui fait des produits analogues de viande qui sont à base de champignons fermentés et qui sont très proches du poulet en termes de texture. C'est assez impressionnant. Vous avez aux États-Unis une société qui s'appelle Beyond Meat, ça veut dire après la viande, et ils font des produits qui sont avec de l'extrusion humide de protéines et qui ont des textures impressionnantes de viande. Donc les industriels aujourd'hui sont en train de se mettre sur des analogues de viande pour les occidentaux qui veulent continuer à manger de la viande sans manger de viande. Ça c'est un peu le problème de l'occidental. Mais voilà, c'est une question que vous m'invitez. Et j'ai une question pour M. Baudy. Quand on va dans votre restaurant et l'occidental moyen cherche à avoir un plat avec des légumes et puis quelque chose qui serait un peu comme de la viande, qu'est-ce que vous proposez pour, je dirais, le satisfaire en termes d'alternatives? Alors, c'est la bonne question, c'est que s'il vient chez moi, et là le bol que j'ai pour répondre, c'est qu'il va manger du poisson, d'accord, et parce que s'il veut une alternative à la viande au niveau... Ouais, mais ça fait tellement de bruit, tu vois que... Vous m'entendez ? Vous l'entendiez pas ? Bon, pas très bien. D'accord. C'est pour une alternative à la viande. Bon, je pense qu'au niveau des produits de la mer, on a quand même ce qu'il faut. Maintenant, au niveau des légumes et des légumineux, on peut aussi travailler sur comme on disait, du tofu. Qui peut être pané, on peut le transformer un peu comme on veut. C'est un peu facile, et en plus au niveau de la captation du goût, on peut le transformer comme à notre guise. Après il y a les polenta. Sur les polenta, il y a les bouillies d'avoine. Voilà, en fait, où je peux m'amuser, où on peut le modeler un peu comme j'ai envie, en fait. En fait, ça pose pas de problème. C'est juste comment on va le transformer, quoi. En fait, on va pas chez Jean-Marie pour manger quelque chose qui ressemble à de la viande. Ouais, l'aubergine est assez sympa comme ça aussi. Et sur le céleri rave aussi. Enfin, c'est un produit que j'aime beaucoup travailler, qui peut être un peu modelé une fois cuit, c'est pas mal. Pour poursuivre dans la ligne
soulevée par monsieur, la corne et les substituts, etc., c'est quand même des substituts. Alors, je ne suis pas sûr que vous pourrez convaincre le consommateur, en particulier français, que ça ne sort pas d'une boîte noire aussi. Hein. C'est ça, je veux dire, c'est pas parce que c'est végétal. On est moins porté à accepter des substituts comme ça. Et à ce sujet, on a vaguement évoqué l'histoire de la viande in vitro. Alors, la viande in vitro, c'est très intéressant. On n'a pas parlé parce qu'a priori, tout le monde fait Burke. Hein, des cellules de muscles qui sont cultivées, etc. Alors, on commence, ça pose des problèmes de technologie alimentaire dont j'aurais bien aimé entendre Marc parler. Notamment de texture, si je suis les débats, mais enfin ça avance très vite, et surtout, c'est subventionné par l'organisation la plus radicale de défense des animaux, qui s'appelle PETA, organisation britannique, qui offre, je crois, $1 million ou $2 millions ou de livres à celui qui arrivera à développer le premier, un steak à base de viande in vitro. Et si vous voulez, moi, sur cet exemple-là, je me demande si précisément il n'y a pas, paradoxalement, un marché, tout le monde fait Burke, mais les gens qui, justement, sont les plus militants, les plus actifs, etc., peut-être qu'ils seraient les plus portés, ou alors c'est le contraire, ils ont renoncé tellement depuis longtemps à la viande que ça ne les intéresse plus du tout, c'est possible aussi. Mais logiquement, il devrait y avoir, peut-être, paradoxalement, parce que la différence avec tous les autres marchés comme ça, OGM et autre chose, c'est que dans les OGM, dans ce qui a été présenté, il n'y avait absolument aucun bénéfice pour le consommateur. Donc on lui demandait de prendre un risque aussi hypothétique soit-il. Je ne rentre pas dans la question de la réalité du risque, mais ça représentait quand même un risque, puisqu'il y avait au moins un avis contraire. Il y en avait beaucoup plus qu'un. Et donc, moi je trouve que c'était extrêmement rationnel de refuser les OGM, parce que quel était le bénéfice ? On ne m'a pas dit que j'allais manger une tomate meilleure. On m'a dit que c'était des tomates qui se gardaient mieux, ou qui restaient plus longtemps sur les linéaires, ou bien qui servaient à faire la sauce tomate. Bon. Là, c'est pas la même chose. Il y a un bénéfice réel. Manger de la viande sans faire de mal aux animaux, et c'est pas vraiment un ersatz végétal. Voilà, c'est assez intéressant. Et puis il y a un cas absolument extrême, mais peut-être que j'en parlerai si je veux plus parler à la place des autres. Après, on va il y a un cas absolument fascinant. Est-ce que certains d'entre vous se souviennent d'un film des années 70 qui s'appelait, en français, Soleil vert, et en anglais, Soylent Green. Soylent, hein, Soylent Green. Donc c'est un cauchemar malthusien où en 2022, il y a une surpopulation, New York est un enfer, criminalité, pénurie. La seule chose qu'il y a à manger, c'est distribué par le gouvernement, sous la garde de la police, c'est des tablettes d'un truc mystérieux qui s'appelle Soylent Green. Alors vert, Soylent, enfin vous voyez. Bon. Et finalement, la révélation à la fin du film, c'est que Soylent Green, c'est pas végétal, c'est la chair des morts qu'on recycle pour nourrir les vivants. Bon, c'est un peu dur comme truc. Eh bien, il y a une boîte qui s'est créée en Californie et dont la marque est Soylent. C'est assez gonflé. Et l'idée, ça n'est rien d'autre que l'équivalent contemporain de ce qu'on nous annonce depuis un siècle ou plus, la pilule nutritionnelle. Sauf que c'est pas une pilule, c'est un liquide. Et c'est l'histoire d'un ingénieur. Vous pouvez aller voir le site internet, c'est incroyable. Je trouve, ça ne pouvait se passer qu'en Californie. C'est des hackers qui étaient sur une start-up qui foirait. Ils n'avaient plus d'argent. Ils mangeaient que des trucs les moins chers possibles, du junk food, de la malbouffe. Ils en avaient marre. Ça leur coûtait trop cher pour eux, etc. Et un jour, il y en a un, le fondateur, qui dit « J'ai décidé de traiter la question en ingénieur. » Et donc j'ai regardé sur Internet, dans la littérature, quels étaient tous les composants nécessaires de l'alimentation humaine, nutritif. J'ai acheté tous les composants, il a acheté tous les composants sur Internet, il a mélangé tout ça, il a produit une espèce de liquide beige-jaune qui est présenté, qui est un peu épais comme ça, qui est présenté dans ils appellent ça un pitcher, une espèce de carafe en plastique. Donc c'est une poudre. Un sachet, c'est la dose pour une journée. On en fait quelque chose, ça a l'air d'être faire 1 litre. Il s'est mis à ce régime pendant 1 an. Il a dit qu'il n'a jamais été aussi en forme, qu'il n'a jamais dépensé aussi peu d'argent pour se nourrir, qu'il n'a jamais perdu autant de temps à acheter, préparer, manger, nettoyer. Donc, c'est le slogan, qui s'est libéré de la nourriture et qu'il est dans une forme olympique. La seule chose, c'est au début, pendant 15 jours, on a tendance à péter un peu.
Donc, problème du méthane, j'en suppose, mais enfin, avec les légumineuses, il y a ça aussi. Bon. Et ce qui est formidable dans cette histoire-là, qui va à contre-courant de tout, c'est qu'il a trouvé des capitalistes, des venture capitalistes pour le financer, et j'ai l'impression, d'après mes informations, que ça marche. C'est-à-dire qu'il y a un marché. Il y a des jeunes, il y a des gens qui ne veulent pas perdre de temps, qui ne veulent pas perdre d'argent, qui ont l'impression que c'est une corvée, etc. Et surtout quand on l'interviewe, et il le dit, hein, j'ai gagné, c'est pour ça que je parlais de la commodité à la fin de mon truc. Il y a une dimension qui est que l'homme veut se libérer des corvées. C'est ça la commodité. Finalement, il y a un biologiste m'a dit un jour, si on a un gros cerveau, ça paraît pas logique au départ parce que ça consomme énormément de glucose. Hein. Le carburant du cerveau, c'est le glucose. Et un gros cerveau, ça bouffe beaucoup d'énergie. Comment ça se fait qu'on a un gros cerveau? Et sa réponse, c'était de dire, on va développer les cortex frontales et tout ça qui nous permet d'anticiper, de planifier, d'organiser, de réfléchir, etc. Et donc de passer moins de temps, de moins en moins de temps toujours, à la recherche de l'alimentation, à la différence des animaux, et donc de gagner du temps pour faire autre chose. Et ce que dit la publicité de Soylent. Et le dernier truc, c'est quand on l'interviewe, qu'on lui dit, mais enfin, vous renoncez au plaisir de la bouffe, de bouffer avec les autres, vous êtes toujours tout seul, surtout un Français, on se dit quand même. Et type, il dit, mais qu'est-ce qui vous empêche de... to have recreational food, d'avoir de l'alimentation récréative, traduction comme on dit des drogues récréatives, vous savez, traduction d'aller au restaurant une fois de temps en temps avec les amis pour le plaisir, etc. Mais sinon, vous dépensez $54 au lieu de 500 par mois, etc., etc. Et ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. C'est-à-dire que toutes les innovations sont peut-être dignes d'être considérées. Moi, je suis très très curieux de savoir ce qui va devenir ce truc-là. Une autre question? Non, il n'y a personne. Alors, le titre de la conférence, c'était « Évolution, révolution alimentaire. Quelles protéines végétales au menu demain ?» Alors, Philippe Chancerelle, je commence par vous. Alors, sans nous dévoiler ce que sera votre produit phare dans quelques années. Oui, ça, je peux pas. On va essayer pourtant. Alors, pour nous, c'est évolution, et pas spécialement révolution. Donc, évolution parce que... comme je l'avais dit tout à l'heure, travailler pour avoir une plus large diversité de l'offre, c'est ça. Donc ça veut dire qu'on va faire évoluer nos gammes produits sur les différents marchés, parce qu'effectivement, alors c'est un peu complexe à résumer, mais ce qu'on fait pour la GMS en France va être différent de ce qu'on fait pour les RHF en France, et va être différent de ce qu'on va faire pour les Japonais, ou ce qu'on fait déjà. Et là, je prends un exemple extrême, et c'est aussi différent de ce qu'on fait quand on fait des produits pour le CNES et la NASA pour que nos astronautes mangent correctement dans la station spatiale. Bon, c'est un exemple extrême, hein, mais comme ça a été suffisamment médiatisé, notamment l'année dernière, donc c'est un clin d'œil. Ceci dit, j'ai bien entendu le petit mot sur la recreative food. Il faut savoir que dans le cadre du CNES, et donc de ces repas pour les astronautes de la Station spatiale internationale, évidemment, on ne fait pas la nourriture de tous les jours, qui est une nourriture faite au Space Lab à Houston, qui est très lyophilisée, tout ce qu'on veut. On fait la bonus food. Alors on l'appelle pas recreative food, on l'appelle la bonus food. C'est le repas du dimanche. Entre guillemets, c'est comme ça que je le dis. Parce que bonus food, bof, c'est simplement parce que les astronautes là-haut, quand ils doivent rester X mois, psychologiquement, on commence à avoir des soucis avec l'alimentation. Et nous, on vient juste faire les repas, c'est pour ça qu'on le fait avec du CAS d'ailleurs. Et on doit faire des repas adaptés à chaque nationalité, au passage. Bon, je suis sorti à l'extrême, mais c'est pour montrer qu'on va jusque-là. Non, c'est des plats cuisinés. Alors pour montrer aussi qu'on n'est plus du tout, chez nous, que dans la protéine animale. C'est-à-dire que pour faire ça, on fait des entrées, des produits végétaux, des caponata, sans viande, purs légumes. On fait des plats cuisinés, poisson, viande. En fait, il y a un four spécifique et il y a toute une installation spécifique pour consommer ça. Techniquement, il faut éviter beaucoup les exudats, qui sont des sources de problèmes, parce que la moindre gouttelette qui va se promener, qui va fusiller un circuit, ça peut poser des problèmes. Donc technologiquement, c'est très compliqué à faire, mais la preuve en est qu'on y arrive. Et on fait même des desserts, d'ailleurs.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des fromages en boîte ou des desserts en boîte. Ça va jusque-là. Alors, ça, vous ne le verrez pas du tout dans les linéaires, donc c'est extrême. Par contre, pour nous, c'est un champ de R&D extraordinaire pour faire autre chose. Merci Philippe Chancerelle. Jean-Marie Vaudic, alors évolution, révolution, évolution. Communication. Je pense que il faut, et puis je dirais même oser les utiliser. Ouais, non mais je suis encore là-dessus, c'est rigolo, parce que ne pas en avoir peur. Je pense qu'il y a une méconnaissance complète de ces légumineux par le grand public. Ne pas avoir peur de substituer et d'oser les travailler, quoi. C'est tout simplement. Hein. Il faut y aller. Hein. Claude Fischler. C'est quoi Non, c'est le mot de la fin, c'est ça? C'est pour Écoutez, il n'y a pas plus révolutionnaire, ou réactionnaire que ce truc Soylent. On ne sait pas si c'est révolutionnaire ou réactionnaire. Bon, de toute façon, je ne crois pas qu'ils seront très nombreux à ne vivre que de ça. Moi, je dirais évolution, parce que il y a la communication, mais il y a, je trouve, un manque de connaissances encore. Moi, de connaissances techniques, mais aussi nutritionnelles et tout ça. Et il y a vraiment plein de choses à rechercher. Et aussi dans les associations, parce que je ne vois pas que les légumineuses. Les céréales ont un vrai quelque chose à jouer, mais vraiment en association avec la légumineuse. Et j'en suis sûr qu'on va trouver aussi des choses pour des populations spécifiques. Parce que, juste dans les choses que je commence à remarquer, c'est qu'on a des possibilités de maîtrise des index glycémiques. Et voilà, il y a sans doute aussi des choses à trouver là-dessus. Et peut-être qu'on va pouvoir faire des choses, voilà, je sais pas, pour les seniors, pour les sportifs, pour les ceci, pour les cela. Et on revient vers l'individualisation de l'alimentation, quoi. Enfin, voilà, c'est mon petite chose de la fin. Mais plus une évolution, et puis une évolution de fond. Alors, Corinne Embo. Évolution également, pour moi, c'est une tendance lourde, mais qui va s'inscrire dans une démarche globale qui consiste à vouloir manger mieux. Donc mieux, ça veut dire, on l'a dit tout à l'heure, peut-être de la viande un peu moins souvent, mais de meilleure qualité. Des végétariens de fond, je pense qu'il y en aura sans doute de plus en plus, mais pour autant, ce ne sera jamais la majeure partie de la population française, ou en tout cas dans très 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 longtemps. Mais par contre, il y a de plus en plus de gens qui ont envie de manger de la viande simplement une fois de temps en temps, et pourquoi pas végétarien tous les 2 jours, ou en tout cas plus souvent, et de découvrir un univers culinaire différent, donc évolution. Et puis effectivement, c'est une réponse à toutes ces problématiques, cette individualisation et les alimentations particulières. C'est à travers des propriétés nutritionnelles qu'on ne soupçonne pas, ou qu'on soupçonne mais qu'on ne maîtrise pas tous, on est capable de répondre à des problématiques de santé qui s'adaptent à tous les âges. Donc c'est un univers très très intéressant. Alors pour le chercheur Marc Anton, quelle protéine végétale pour demain? Non, mais on voit bien qu'il y a, en tout cas en Europe, on est sur un grand développement des légumineuses, ça c'est clair. Pour moi, c'est effectivement aussi une évolution de l'offre d'ingrédients. Donc là, on parle vraiment dans l'utilisation en tant qu'ingrédient. Et également des produits pour aller vers une alimentation plus spécialisée. Les seniors, les sportifs, les seniors sportifs, il y en a aussi. Donc voilà, je pense qu'on va aller vers ça. Et sinon, je rebondis quand même sur ce que disait Claude, sur Soleil Vert. Effectivement, là, on est sur la révolution. Comme quoi, toute innovation n'est pas bonne à prendre. Et donc, juste sur une étude que j'ai vue dernièrement, sur ce qu'on appelle, ce qui là aussi va être une évolution, mais pas en termes d'ingrédients, ce qu'on appelle la cuisine connectée. C'est le fait de petit à petit, on va connecter nos téléphones portables avec des recettes, avec nos équipements, rice cooker, etc. Donc pour nous aider pratiquement à préparer le plat du boulot, quoi. Et donc l'idée, c'est de dire que on parlait de passer plus de temps à table, mais également de passer plus de temps à la préparation, donc une vraie éducation. Donc là, je ne parle pas de produits industriels, je parle de culinarité, de passer plus de temps chez soi à préparer
avec sa famille des repas et des plats. Et tout ça, c'est lié, c'est corrélé à une meilleure santé, à une meilleure forme, etc. Donc je pense qu'il y aura aussi des évolutions en termes de culinarité dans la façon qu'on a de préparer nos aliments. Mais là, on déborde un petit peu du sujet. Anne-Emmanuelle ? Les deux. Évolution, révolution, mais j'ai pour finir. Évolution, certes, dans nos façons de travailler. Donc, on a vu du côté techno, il y a encore des choses à apprendre, des nouvelles façons de travailler ces matières premières à découvrir, des nouvelles textures, des nouveaux arômes à travailler. Donc, les technologues, les spécialistes culinaires pour amener leur patte artistique dans cette affaire. Et le clin d'œil, c'était évolution, révolution, puisque... Moi, personnellement, quand j'amène ma moitié au restaurant végétarien, là, c'est une révolution pour lui. Donc, il y a les deux. Bon, merci aux uns et aux autres. Puis, je voulais juste citer une petite phrase qu'il y a dans l'ouvrage de Jean-Marie Baudy qu'il a écrit avec sa femme, qui s'appelle « Oser ». Faire la cuisine, ce n'est pas uniquement une recette, c'est de la sensibilité, c'est donner de soi pour donner une âme au plat. Ce n'est pas la recette qui donne une âme au plat, c'est le cuisinier. Donc, merci à tous.